C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Ensemble, nous recevons Daniel Obono, député de Paris de la France Insoumise. Bonsoir à vous Bonsoir. et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, ce week-end, malgré le Covid, les Gilets jaunes sont retournés dans la rue. Ils étaient 2500 à Paris, 8500 en France. C'est peu. Mais au-delà de ce chiffre, est-ce que c'est le bon moment, en pleine crise sanitaire, de manifester, de se rappeler aux bons souvenirs du gouvernement et surtout avec quelles revendications? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de revendications qui sont mises en avant. Je pense qu'il est toujours nécessaire d'exprimer son point de vue, y compris dans des périodes de crise, parce que c'est une période de crise et qu'on voit que la politique du gouvernement est en partie responsable de la situation. Les revendications que porte le mouvement des Gilets jaunes depuis plus d'un an maintenant, parce que c'est un mouvement qui ne s'est pas arrêté, qui a pris différentes formes, mais qui, depuis plus d'un an, sont également portés par une majorité de la population qui continue à soutenir ces revendications et qui portent sur des questions de justice sociale, de justice fiscale, y compris de justice environnementale. Et moi, je pense qu'elles sont très connues aujourd'hui et malgré le grand blabla macroniste, le gouvernement n'y a pas répondu. Et c'est pour cela, je crois qu'il y a toujours ces mobilisations. Il y a eu les Gilets jaunes, il y a aussi des salariés qui sont en lutte, qui sont en grève. Vous allez avoir des soignants, les infirmiers la semaine prochaine, un appel intersyndical. Oui, on est dans une situation de crise sociale qui va s'accentuer et face à laquelle le gouvernement est, de notre point de vue, et du point de vue de ces salariés, de ces citoyens et citoyennes, en dessous de ce qu'il faudrait faire. Est-ce que la crise sanitaire, la crise du coronavirus peut en quelque sorte brider la contestation sociale ? Bah oui, bien sûr que ça impacte, hein. Ne serait-ce que le fait que les conditions pour pouvoir manifester sereinement, pacifiquement ne sont pas réunies. On a une police avec à sa tête à Paris le préfet Lallemand qui est spécialiste des techniques de NAS, ce qui est complètement en plus en temps ordinaire déjà problématique, mais en plus avec cette stratégie de lancer des gaz lacrymogènes, de faire des NAS dans les manifestations, qui va à l'encontre de ce qu'il faudrait dans un moment où justement il faut permettre des distances physiques, Ouais. permettre Les Gilets jaunes n'ont que les pas gens toujours été des enfants de cœur se... non plus, vous le savez. Écoutez, le droit de manifester reste un Oui, droit mais constitutionnel. pas le droit de casser. Je crois que la majorité, encore une fois, des mobilisations qui ont eu lieu depuis plus d'un an et demi sont des mobilisations pacifiques. Et c'est vrai pour les soignants, c'est vrai pour les enseignants, c'est vrai pour les milliers de personnes, les millions de personnes depuis plus d'un an et demi qui ont manifesté. Et à chaque fois, on a eu la même stratégie, la stratégie de la tension, alors que de l'avis de beaucoup d'observateurs, aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir une stratégie plutôt de désescalade. Et le gouvernement a assumé cette répression. Nous avons été condamnés, critiqués par toutes les institutions de défense des droits humains sur ces questions. Donc, oui, on a un problème aujourd'hui avec la stratégie dite de maintien de l'ordre, qui est en fait une stratégie du désordre. Mais Par quand contre, les je pense casseurs, que... Daniel Obono, viennent casser dans les manifestations de Gilets jaunes, pour certains Gilets jaunes, il y en a de bonne foi qui manifestent pour effectivement ces revendications, et d'autres cèdent un petit peu aussi à la violence. On l'a vu et ça, on ne peut pas le nier. Donc, est-ce que la police peut laisser faire de brûler des restaurants, de caillasser des devantures? Est-ce que ça, faut laisser faire? Est-ce que la police n'a pas je pense à défendre les citoyens? Y compris les personnes qui manifestent, le font non pas pour se retrouver au milieu de gaz lacrymogènes et passer à côté de devantures brisées. Ce sont quand même des incidents très minoritaires, franchement, sur l'ensemble de ces mobilisations, encore une fois, depuis plus d'un an et demi. La violence, elle a surtout été qui dans ont beaucoup gâté l'image du désordre. mouvement. D'ailleurs, un Parce certain nombre de responsables qu'il y a Gilets jaunes le disent eux-mêmes. Parce qu'il y a eu Notre image a été dégradée il y a par eu la une violence. focalisation très forte là-dessus. Mais franchement, quand on pense à l'extraordinaire mouvement de révolte populaire inédit dans l'histoire de la Ve République que ça a été, quand on pense au niveau de répression absolument insupportable qui a été mis sur cette mobilisation, on parle quand même de gens qui ont été mutilés,
à vie, qui ont perdu l'usage d'un bras, qui ont perdu l'usage des yeux. On parle d'une répression judiciaire où des personnes ont eu des gardes à vue, ont eu des sanctions de prison ferme pour le simple fait qu'elle ou il se trouvait à proximité. Encore dernièrement, une jeune fille qui se trouve avoir un badge de la France Insoumise est verbalisée de 135 € d'amende. Donc on a eu la réponse du pouvoir. Juste parce qu'elle porte un badge de la France Insoumise. Exactement, vous pourrez le regarder. port du badge France Insoumise est interdit et en le France. port des gilets jaunes également. Vous vous rappelez certainement le préfet allemand qui était très fier d'expliquer à une femme que nous ne sommes pas dans le même camp. Il n'est pas dans le camp de la République de ce point de vue-là. Mais je pense que ces violences policières aujourd'hui qui font quand même à une échelle nationale et internationale l'objet d'un débat, et c'était nécessaire, ne doivent pas obscurcir l'enjeu. Ce qui est en jeu aujourd'hui, on est quand même dans une situation sanitaire, sociale et économique catastrophique. Et on a un gouvernement qui n'y répond que par la répression et par le mépris le plus grand par rapport à des revendications qui sont légitimes. Vous ne mettez pas sur le même plan la violence de la police américaine et de la police française, ou vous dites c'est du pareil au même? Non, ce n'est pas du pareil au même. Nous n'avons pas la même histoire, y compris dans les stratégies de police et de sécurité. Mais ce qu'on retrouve, il y a des similitudes, mais parce qu'il y a des similitudes dans l'usage qui est fait de la police. Un usage répressif, sécuritaire, plutôt qu'un usage, nous, ce que nous défendons, c'est une police qui est gardienne de la paix. C'est une police qui assure les droits constitutionnels et qui permet en fait la manifestation, qui ne l'empêche pas. Et ce que l'on a vu aujourd'hui, et encore une fois, ce n'est pas juste la France Insoumise qui le dit. Vous avez des rapports du défenseur des droits, de la Commission nationale consultative des droits humains qui pointent le problème dans la stratégie de maintien de l'ordre, de l'usage d'outils d'armes de guerre, littéralement, le LBD, les grenades de désencerclement, tout ça, les gaz lacrymogènes, ce sont des armes de guerre. Et donc on a un usage de ce type-là, un usage illégitime et disproportionné de la force de police, qui est la seule réponse qu'a le gouvernement, parce que sur le plan politique, social et économique, les réponses accroissent les inégalités plutôt que de les résoudre. Mais jamais vous ne vous dites que le travail de la police est par moments quand même extrêmement difficile. Bien sûr que là, si. on parle des manifestations dans lesquelles il y a les Black Blocs, mais il y a aussi un certain nombre de quartiers, de nombreux quartiers en France où la police se fait caillasser dès qu'elle montre le bout du nez, où elle est victime d'insultes, de violences aussi. C'est difficile pour la police d'exercer sa mission dans tout un tas d'endroits de France. Oui, mais je pense qu'en général, et ce n'est pas simplement parce qu'il y aurait des quartiers où la police se ferait caillasser, il y a des incidents et ils sont regrettables. Mais je pense que c'est quand même assez réducteur comme vision. Ce sur quoi je vais être d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, la police républicaine, celle qui devrait être au service de la population, celle qui devrait par exemple lutter contre la délinquance, n'a pas les moyens de faire son travail. Vous savez que à peine 20% en fait, du temps de travail policier est consacré à la lutte contre la délinquance, parce qu'en fait, on a attribué à la police un certain nombre de tâches qui ne devraient pas être de son domaine, pour pouvoir compenser le fait qu'on a retiré, y compris de quartiers qui en avaient besoin, d'une présence de travail social, d'une présence de tout un ensemble d'acteurs et d'actrices avec laquelle la police devrait mieux se coordonner. Mais effectivement, oui, il y a une perte de sens, y compris du travail dans la police. Et cela, le gouvernement n'y répond pas, justement en instrumentalisant et en mettant la police dans une situation où elle réprime des mobilisations au lieu de les permettre. On va parler de votre parti. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il se sentait une vocation de candidat commun. Alors, d'abord, il y a une suspense sur le fait qu'il sera candidat ou pas, mais bon, la question est en fait, en réalité, il y a peu de suspense. Mais ça veut dire quoi, cette vocation de candidat commun? Avec qui? Avec la gauche, avec le PS, avec les Verts? Qu'est-ce que vous sous-entendez, vous? Est-ce que vous avez... Moi, je ne sous-entends rien. J'espère que Jean-Luc Mélenchon sera candidat. Il a déjà été... alors il a déjà été un candidat commun au sein du Front de gauche et puis de la France Insoumise en 2012 et en 2017. Il était le candidat commun des Insoumis, des communistes, d'un certain nombre de socialistes et d'écologistes déjà. Mais je pense que le résultat qu'il a permis d'obtenir pour notre mouvement et pour surtout le programme pèse quand même dans la balance.
peu de figures dans la gauche, ou ce qu'on appelle la gauche aujourd'hui, peuvent se prévaloir, en tout cas, de ce qu'il a réalisé électoralement. Et donc, nous mettons dans la discussion, dans ce débat qui existe, nos propositions, qui sont d'abord un programme, l'avenir en commun, qui a été enrichi depuis 3 ans, je crois, avec le travail que nous faisons à l'Assemblée nationale. Qui nous aiment, nous suivent. Ah non, pas du tout, mais on parle là quand même de l'enjeu qui est de défaire Emmanuel Macron en 2022, parce que la politique qu'il mène est catastrophique à tous les points de vue, et d'empêcher l'extrême droite, qui est le diable de confort, qui est le duo espéré par Emmanuel Macron, également d'empêcher en fait une véritable alternative. Et concrètement, ça veut dire, nous mettons dans le débat justement notre programme avec la proposition d'une fédération populaire, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de réengager les millions de citoyens et citoyennes qui ont pris le parti de l'abstention. C'est à ça que nous voulons mettre nos forces. Et pour ça, voilà, nous mettons en débat un programme, une stratégie. Et puis, nous avons des personnalités, notamment une qui, de mon point de vue, serait la parfaite candidature commune pour toutes celles et ceux qui sont d'accord sur le fond. Mais Jean-Luc Mélenchon, a priori, peut-il se concevoir un autre destin que celui d'un leader? Peut-il imaginer d'être au sein d'une formation, un élément moteur, mais pas le leader? Et je pense que depuis 3 ans, nous avons montré, avec le groupe parlementaire, qui est composé de 17 députés, les 3/4 étaient inconnus du grand public, même des médias, que Jean-Luc Mélenchon, qui est le président du groupe, mais vous avez Mathilde Panot, qui est la vice-présidente, qui voilà, est celle qui organise une bonne partie du travail. Vous avez Adrien Quatennens, vous avez... oui, mais on les connaît. Oui, mais on les a connus aussi parce que justement, Jean-Luc Mélenchon a montré... Là, c'est un exemple parmi d'autres, sa capacité en fait à animer un collectif. Et je pense que ce n'est pas une question de se penser un destin. Il a une vie d'engagement et il l'a toujours dit, il le met au service de la lutte. Et il le met y compris pour plus largement que les insoumis et les insoumises face à la perspective de 2022 où il y a un enjeu justement à éviter le duo mortifère Le Pen-Macron. Est-ce que vous attendez quelque chose, Daniel Obono, du procès des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher? Je pense que comme tous les moments de justice, il faut qu'il y ait à la fois sanction pour les personnes qui sont aujourd'hui à la barre, qui ne sont pas les auteurs des crimes, mais qui sont aujourd'hui accusés de complicité notamment. Et puis au-delà, je pense qu'il faut de la réparation, parce que la justice doit aussi servir à ça, la justice qui est rendue au nom du peuple. Et le traumatisme qu'ont été ces attentats, et qui est toujours et qui travaille toujours notre société, se répare, ou en tout cas s'accompagne aussi de ces processus, notamment au niveau judiciaire. Et donc, je pense que comme tout le monde, l'attente est aussi de ces réparations individuelles et collectives qui doivent avoir lieu. Lorsque, en 2015, vous avez fait une tribune où vous écriviez « J'ai pleuré les morts de Charlie, mais j'ai pleuré aussi quand certains sont devenus Charlie ». Donc, en quoi vous estimez qu'on peut pleurer quand on devient Charlie ? Dans le texte, on l'a relu, exactement. Avec Frédéric. Je vais vous dire exactement ce que vous avez dit. Je vais vous le dire, oui, vous le direz. J'ai été sur votre site. J'ai pleuré un peu jeudi en pensant aux 12 personnes mortes. Je n'ai pas pleuré Charlie. J'ai pleuré en pensant aux amis et aux camarades qui sont devenus Charlie. Et c'est vrai qu'on peut se demander en quoi voir que quelqu'un devient Charlie est pour vous désespérant. Je pense que le texte est beaucoup plus long que ça et traduit justement... Il est plus long, mais je ne peux pas tout dire, bien entendu. Mais enfin, ce passage-là est assez explicite. Oui, et je pense qu'il se comprend aussi dans le contexte qui était celui de ce traumatisme général et de la nécessité de vouloir... faire sens de ce qui se passait et de moi, en tout cas le dilemme que je n'ai pas réussi à résoudre. J'ai l'impression, vous savez qu'au fond, cette affaire-là, elle est à l'origine d'une espèce de reproche qui vous est fait finalement de ne pas bien... Non, mais beaucoup d'autres choses sont à l'origine. De ne pas bien aimer la France. Non, mais vous savez que c'est à l'origine de ça. Et j'ai l'impression que, vous en parliez encore il y a quelques jours chez un confrère, vous n'arriverez jamais, enfin pour l'instant, vous n'arrivez pas à clarifier cette affaire. Ah non, mais je pense que... Être Charlie, ne pas être Charlie. Oui, quand mais vous dites ça, j'ai pleuré en voyant des amis devenir Charlie, on se demande ce que ça signifie. Je pense que justement, moi je refuse cette injonction absolument manichéenne à être ou ne pas être Charlie.
Voilà, je pense que on peut et on a tous et toutes ressenti de l'empathie par rapport à un massacre absolument inhumain. On a tous et toutes ressenti voilà la nécessité et le sentiment voilà d'union et de communauté et en même temps de devoir aujourd'hui se référer à une étiquette où justement les mêmes gens qui prétendent être Charlie dénoncent ou refusent une expression, les mêmes gens qui prétendent être Charlie le brandissent pour stigmatiser. Daniel Le Bono, vous avez dit, moi je ne rentre pas dans ces étiquettes. En pensant à toutes les fois où ma gauche s'est refusée à parler d'islamophobie. 2, ne serait-ce que prononcer le mot, toutes les fois où elle s'est refusée à se mobiliser contre les lois islamophobes. Pour vous, il y a en France des lois islamophobes ? Je pense qu'il y a des lois qui ont été faites en stigmatisant une partie de la population. Ce qui lois islamophobes. Ce qui va se passer là sur le soi-disant débat autour du séparatisme. Non, ça, en 2015, vous écrivez ça. Donc. Oui, et je pense que tous les débats tout le débat sur le burqa, toute cette obsession, c'est pas des lois. Par rapport... c'est un contexte général, c'est ce que beaucoup ont appelé l'eupéanisation des esprits qui se continue aujourd'hui autour d'une zémorisation et où il y a une obsession par rapport à la pratique d'un culte et qui devient aujourd'hui l'épouvantail qu'on agite avec un absolu manque de retenue des propos y compris anti-laïques parce que pour moi ça ce n'est pas la laïcité. Les gens qui brandissent je suis Charlie et la laïcité pour pouvoir stigmatiser, non, moi je ne me reconnais pas là-dedans. Et donc non, je ne rentre pas dans les cases et les étiquettes qu'on force. J'essaie d'exprimer un point de vue qui est ce qu'il est, qui est contestable, mais je refuse qu'on instrumentalise ça pour disqualifier une opinion ou pour salir ma personne ou les personnes qui peuvent penser un peu comme moi. Vous disiez salir ma personne, vous avez été sali. Carrément, on peut le dire, il y a quelques jours, parce que vous avez été caricaturé en esclave dans le journal Valeurs Actuelles. Donc ça a été une condamnation unanime de la part de beaucoup de personnalités et de la classe politique. Alors parmi vos défenseurs, il y a la Ligue de défense noire africaine qui a tenté de se rendre au siège de Valeurs Actuelles. Rappelons que ce mouvement considère que la France est un État raciste, terroriste, colonialiste. Est-ce que ce soutien est bienvenu pour vous ? Écoutez, comme vous le dites, il y a eu une condamnation unanime, quasi unanime, sur tout le spectre politique et c'est bien. Oui, mais je vous pose parce que c'est difficile parce qu'en plus il nous reste 30 secondes, donc je vous le dis. Oui, mais c'est quand même un peu là aussi un peu caricatural, parce que je pense que le moment nécessite d'autre chose que de brandir. Là aussi, vous parlez d'un groupe qui a soutenu comme des milliers d'organisations comme la LDH. Vous auriez peut-être pu aussi parler de la LDH, Ligue des droits de l'homme, ou des. Il y a des soutiens qu'on apprécie plus ou moins. C'était ça la question. Écoutez, si vous voulez faire le procès de cette organisation, faites-le, mais je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour faire l'avocat de la défense de cette organisation. Je pense que c'est vraiment problématique de terminer sur ce genre de choses. La question est beaucoup trop sérieuse et le fait que le parquet se saisisse devrait peut-être faire prendre conscience que ce n'est pas des sujets qu'on instrumentalise de cette manière. Merci. Merci beaucoup. Merci à Camille Néran et à Charlotte Hurrien, Tomaka et à toute l'équipe technique. À très vite. Merci.